Les éclats de lire. Fête du livre jeunesse. Les 26 et 27 mai 2018. Découvrez l'ensemble de la programmation dans cette émission. Bonjour très chers auditeurs et auditrices de Radio Escapade, bienvenue dans cette nouvelle émission des éclats de lire. On commence avec un petit peu de retard aujourd'hui. Romain est en train d'appeler mon invitée qui est Sophie Vissière. Donc Sophie Vissière est une illustratrice et auteure jeunesse. Elle a tout d'abord illustré des livres, beaucoup de livres occitans, des albums en occitan pour les enfants. Et depuis peu, elle écrit ses propres histoires qu'elle illustre également. On va parler de tout ça tout de suite. Bonjour Sophie Vissière. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien. Vous nous avez envoyé, comme tous les auteurs, c'est la règle du jeu, 10 mots pour vous présenter. Et au fil de l'émission, je vais vous demander de nous expliquer un peu pourquoi est-ce que vous avez choisi ces mots. Bon, c'est un exercice parfois compliqué, parfois drôle. Et on va commencer avec le premier. Je suis désolée, du coup, c'est timide. Alors oui, justement, c'est peut-être pas facile de commencer par celui-là, mais au moins ce sera fait. On annonce la couleur. Voilà. Donc oui, moi je pense que j'ai toujours été assez timide depuis que je suis petite. Et ce mot-là, je l'ai choisi parce que je pense qu'il a eu une importance aussi dans mon choix d'avoir envie de faire des livres. Puisque en faisant des livres, en fait, ça permet de communiquer, de faire passer des messages via un objet papier et pas forcément en direct. En fait, je suis peut-être plus à l'aise de communiquer de cette manière plutôt que de parler plutôt qu'à la radio. Ou à la radio, par exemple. Bon, on va quand même essayer pour une petite demi-heure de discuter un peu ensemble de votre travail. Je crois savoir que vous portez un certain intérêt pour l'album sans texte. Tout à fait. Est-ce que je peux vous demander d'où vient cette passion ? Bien sûr. Alors, d'où vient cette passion, c'est peut-être un grand mot, un peu difficile, mais je peux tenter d'y répondre. Moi, déjà, j'ai une formation en design graphique, donc j'ai fait vraiment des études d'image. J'ai appris à faire des images avant tout. Et donc, je suis rentrée dans les livres vraiment par l'image et par la réflexion autour de l'objet, par le graphisme. Donc, je pense que déjà, c'est une clé de réponse. Et puis, j'ai fait un mémoire de master en art appliqué sur le livre sans texte, justement, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et en écrivant ce mémoire, en fait, je suis replongée dans des livres que j'avais quand j'étais petite, qui étaient sans texte. D'accord. Et que j'avais pas forcément rouvert depuis très longtemps. Alors, par exemple... Et en revoyant ces images, en fait, je me suis rendu compte que je retrouvais des sensations que j'avais eues quand j'étais petite, en passant des heures à regarder ces images et à me raconter des histoires. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple d'album sans texte ? Alors que j'avais quand j'étais petite, là comme ça. Ou que vous citez dans ce mémoire, qui est très parlant pour le public. Mais oui, par exemple, il y en a qui sont très connus, qui datent de la fin des années 60. C'est des albums sans texte de Yéla Marie, qui ont été publiés en France à l'école des loisirs. Notamment, il y a les aventures d'une petite bulle rouge. Qui est assez connu et qui tourne beaucoup dans les écoles, par exemple. Les albums sans texte, ils s'adressent surtout aux tout petits ou il n'y a pas d'âge ? Alors, ils sont souvent donnés ou conseillés aux tout petits, aux enfants qui savent pas encore lire. Je pense que c'est assez intéressant pour eux parce que ça leur permet d'accéder directement au livre sans avoir besoin d'un médiateur.
du médiateur qui est l'adulte qui lit ou raconte l'histoire. Après, moi je pense que ça peut être beaucoup plus ouvert que ça. D'ailleurs, il y a des adultes qui s'intéressent aussi à ça. Mais les enfants, enfin les livres, il y a plusieurs sortes de livres sans texte. Il y a des livres qui racontent une histoire et d'autres non. Et dans les livres narratifs, c'est vrai que les enfants sont souvent assez forts pour lire des images. Peut-être que les enfants qui ne savent pas encore décoder le texte ont davantage tendance à regarder les détails et à créer des liens entre les images, se raconter des Et histoires. peut-être qu'ils vont même plus vite trouver une histoire derrière ces images que les adultes alors. Oui, je pense. D'ailleurs, c'est assez difficile. En général, les adultes sont un peu réticents quand les enfants leur sortent un livre sans texte pour raconter une histoire, parce qu'on ne sait jamais trop comment raconter. Je sais pas. Moi, j'en ai déjà fait l'expérience et c'est vrai que c'est assez déroutant, alors que les enfants savent tout de suite partir sur des histoires. Et d'ailleurs, on appelle ces livres souvent albums sans texte ou albums sans parole ou albums muets. Et du coup, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec avec ce terme, puisque c'est souvent des albums qui, au contraire, font beaucoup parler les enfants. Comment est-ce que vous les appelleriez ces livres? Alors, dans mon mémoire, après, c'est peut-être un peu universitaire, mais dans mon mémoire, je l'avais appelé les livres en images. Pour essayer de trouver un terme positif plutôt que de les nommer par quelque chose qu'ils n'ont pas. Oui. Mais je pense qu'il y aura encore un terme à trouver. Oui. Peut-être un peu plus léger. Et vous en avez fait vous-même des albums sans texte? Alors, moi, j'ai commencé par faire des tout petits livres, des livres d'artistes qui étaient sans texte, parce que j'avais envie de faire des livres. En fait, à la base, j'avais envie de vraiment de fabriquer des livres et de réfléchir à des objets livres, mais j'avais pas vraiment de contenu puisque j'avais pas de commande en tant que graphiste pour réfléchir à des livres. Donc, comme j'étais plus à l'aise avec l'image qu'avec le texte au départ, j'ai commencé à raconter des toutes petites histoires en images et à faire quelques tout petits livres. Donc des livres d'artistes. Ça sans me texte. mène à un autre mot que vous avez choisi pour vous présenter. Il s'agit du mot fabrication. Oui. Donc du coup, donc comme je viens de le dire, j'ai d'abord commencé à rentrer dans le livre par l'envie de fabriquer un objet, plus que par l'envie de proposer un contenu, qui est peut-être un peu bizarre. Mais, non, pas plus. Mais le contenu a suivi. Donc vous intéressez beaucoup à l'objet livre, au format, au papier, aux matières? Oui. Moi, je trouve ça très important parce que c'est vrai que la première chose le premier rapport qu'on a au livre, c'est vraiment un rapport visuel d'abord avec la couverture et tout de suite après, c'est un rapport tactile. Quand on attrape le livre pour l'ouvrir ou pas, en fait, on est tout de suite en contact avec le papier, avec le format, avec le poids du livre aussi. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez important. Et je pense que les enfants aussi ont beaucoup ce rapport-là. Ils ont tendance à beaucoup toucher les livres. Donc je pense que c'est important de réfléchir à tout ça au même titre que l'histoire, en fait. Pour moi, l'objet fait partie de l'histoire, vu que c'est par ce biais-là que l'enfant va rentrer dans l'histoire et dans les images. Du coup, avec vos éditeurs, vous êtes en relation avec eux pour travailler sur l'objet livre, sur le choix du papier ou le format? Alors j'essaye, moi j'ai vraiment, vraiment envie de m'impliquer là-dedans. Comme vous l'avez dit, je crois, dans la présentation, j'ai travaillé avec des éditeurs qui éditent des livres en occitan, avec deux maisons d'édition différentes qui commençaient toutes les deux des collections d'albums jeunesse avec moi. Donc c'est vrai que ça a été des expériences assez intéressantes puisqu'on a réfléchi ensemble, on a pu réfléchir ensemble à l'objet aussi, réfléchir au papier, au format, même si c'était assez limité puisque c'est pas forcément des maisons d'édition qui ont
c'est des petites maisons d'édition, donc elles n'ont pas de service fabrication, ni forcément de gros budget. Mais c'était quand même intéressant de réfléchir à ça. Et puis avec Helium, qui est la dernière maison d'édition avec qui je travaille, il y a aussi le fait que avec eux, je travaille sur 2 livres en tant qu'auteur aussi. Donc on en parlera bientôt de ces livres, mais ouais, vous avez pu choisir le papier avec eux, c'est ça? Alors oui, pour le premier, c'était une discussion globale. J'ai pas choisi précisément le papier, mais on a discuté du type de papier que vous aimeriez ensemble. Et pour le deuxième, si on en parle tout à l'heure, je vais peut-être pas dévoiler, mais c'est un livre qui a une jaquette et donc on a vraiment réfléchi à l'objet. D'accord. Bon, on va faire une pause musicale et on reprendra tout ça ensuite. Vous écoutez l'émission des éclats de lire sur Radio Escapade et je suis au téléphone avec Sophie Vissière. Donc je vais faire une toute petite pause dans l'interview pour revenir à ma liste de 10 mots, enfin à votre liste de 10 mots. Et donc vous nous proposez minutieuse. Alors, ça c'est un mot qui est en rapport avec la technique d'illustration que j'utilise le plus dernièrement, qui est le pochoir. Oui. Puisque là pour mes 3 derniers livres, j'ai réalisé toutes mes illustrations au pochoir et donc j'ai une technique d'illustration qui est assez lente puisque je construis d'abord mes dessins au crayon et ensuite je viens fabriquer des pochoirs sur du plastique transparent. Donc il me faut au moins un pochoir par couleur. Donc et que je viens découper. En plus d'être minutieuse, vous devez être patiente. C'est un autre mot de votre liste. Tout à fait. Parce que du coup, c'est la minutie, c'est vraiment au niveau de la découpe. Quelquefois, j'ai vraiment ça ressemble presque à de la dentelle. En tout cas, ça devrait. Je sais pas si j'y arrive toujours. Et patiente, c'est au niveau du temps, en fait, ça demande beaucoup de temps de préparation en amont, de temps de fabriquer tous les pochoirs. Et donc, il faut vraiment que je garde du courage, en fait, parce que je ne peux voir le résultat que au bout d'un très long moment. Parce que vous avez au moment où je peins et où l'image apparaît, qui est un moment un peu magique, par contre. Vous avez toute votre idée de livre, en fait, et vous devez attendre très longtemps avant de le voir prendre forme avec cette technique, c'est ça? C'est ça. Chaque image, en fait, pour chaque image, c'est très long avant de voir l'image en couleur apparaître au moment où je peins. Il y a également obstiné comme mot. C'est lié à cette technique encore? C'est un petit peu pareil, oui. Parce que je pense que si j'étais pas obstinée, j'aurais jamais eu le courage de me lancer dans des livres entièrement faits au pochoir. D'ailleurs, j'ai attendu longtemps avant d'essayer ça. J'ai cherché pendant pas mal de temps une technique qui me permette de faire plusieurs effets de matière à l'intérieur de formes. J'avais essayé du découpage à l'ordinateur. C'est vrai que j'avais pensé au pochoir, pourtant ça paraît évident, mais je pense que j'ai mis du temps avant d'avoir le courage de me lancer là-dedans pour des images complexes. Et est-ce que vous avez des affluences dans le pochoir ou ailleurs? Alors, dans le pochoir directement, je sais pas. Peut-être une artiste qui m'a donné envie de travailler au pochoir. Après, je sais pas du tout si elle utilisait ça ou pas. Mais c'est Nathalie Parrain. J'ai regardé beaucoup d'images d'elle. Et c'est vrai que j'étais assez fascinée par les blancs de réserve qu'il pouvait y avoir dans ces images. Et ça fait partie des choses qui m'ont donné envie de me mettre au pochoir. Et ensuite, je m'intéresse aussi à des artistes comme Blex Bolex, qui travaille, qui est imprimeur, qui a une formation d'imprimeur à la base, et qui travaille souvent en sérigraphie aussi. Moi-même, j'ai fait de la sérigraphie avant.
Et c'est vrai que le pochoir, c'est c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu d'être sur une toile, on peint dans du vide. Mais donc voilà, ça me permet de faire de la sérigraphie sans aucun moyen particulier. Quelle matière, enfin quel matériel est-ce que vous associez avec la technique du pochoir? Alors mes pochoirs, je les découpe dans du plastique transparent. Ça me permet de voir où je les place pour superposer mes couleurs. Et ensuite, à l'intérieur, je peins à la gouache avec des rouleaux en mousse. C'est ça qui donne cet aspect de petits points. La plupart du temps, je peins au rouleau. Quelquefois, un petit peu au pinceau aussi. Et pour tous les détails, au départ, je faisais tout vraiment en découpage au pochoir. Et pour les détails, j'avais beaucoup de mal. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça donnait des choses assez rigides. Et donc maintenant, mes détails, je les dessine au crayon de couleur. Alors cette technique au rouleau en mousse, là, ça donne un rendu assez poétique. Et vous m'aviez dit, donc avant l'interview, que personne ne trouvait quelle technique vous employez en fait. Tout le monde se méprenait. Oui, c'est vrai, les gens en général pensent que, je pense que c'est à cause des petits points, les gens pensent que c'est fait à l'aérographe ou au blow pen, ces feutres dans lesquels on souffle et qui projettent des petites gouttes d'encre. Et en fait, non, c'est bien plus simple. Oui. Et le rendu est... En général, tous les enfants peignent au rouleau dès la maternelle. On l'a un petit peu dit tout à l'heure, vous avez illustré beaucoup de contes en occitan. Comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est venu ce travail d'illustration? Oui, alors moi j'ai un grand-père qui a mis à l'écrit beaucoup de contes de tradition orale en occitan et qui a beaucoup écrit en occitan. Et dans le cadre de mon mémoire, en fait, j'ai voulu fabriquer un livre de A à Z, donc je voulais illustrer et fabriquer un livre entièrement à la main. Donc c'était mon premier livre d'artiste. Et donc au départ, je savais pas trop quoi prendre comme texte et j'ai choisi un conte qu'il avait écrit, les 3 pommes d'orange. Donc j'ai réalisé ce premier livre en occitan et c'est en le diffusant en fait, vu que je l'avais fabriqué en 115 exemplaires, que j'ai rencontré des éditeurs qui illustraient les textes en occitan et qui m'ont proposé d'illustrer des contes. Vous avez publié des contes en occitan, donc vous les avez pas écrits mais illustrés, dans différentes maisons d'édition. Vous êtes un peu une spécialiste des contes en occitan ou... Je pense que c'était un peu le fruit du hasard. Après, c'est sûr que moi, je pense que j'ai ça, vu que, avec mon grand-père, depuis toute petite, j'avais mon grand-père qui me racontait ces contes-là et j'ai une sensibilité particulière à la langue occitane. Mais après, ça s'est fait un peu comme ça. C'était des opportunités heureuses. Voilà, puisque c'est des éditeurs qui ont souhaité développer des collections de livres, d'albums pour les petits en occitan. C'est vrai qu'il n'y en a pas forcément énormément. Et qu'avec toutes les classes bilingues, il y a quand même une demande. Donc c'est intéressant. Et j'en viens à un autre mot de votre liste. Je ne sais pas si c'est lié, je me trompe peut-être. Rêveuse. Lié au conte? Oui. Je sais pas non plus. Je pense que là aussi, ça fait un peu partie de mon tempérament. Mais dans mon processus de travail, je pense que c'est assez important. Déjà, quand je découpe mes pochoirs, en fait, il y a toute une période qui est assez longue où je fabrique, mais j'ai pas spécialement besoin de réfléchir quand tout est tracé et que je fais juste découper. Et du coup, c'est un peu, pour moi, c'est un petit peu un temps de méditation qui me permet de me projeter, soit de me projeter dans cette image-là, soit de penser à des nouveaux projets. Et je pense qu'en général, j'ai besoin de temps, justement, de temps libre ou à rêvasser pour pouvoir avoir des idées ou des envies de livres
soit de forme de livre ou d'idée d'histoire. On va rêvasser un petit peu avec une nouvelle pause musicale. Et nous sommes au téléphone avec Sophie Vissière dans l'émission des Éclats de lire sur Radio Escapade. Sophie Vissière, vous nous avez également envoyé dans votre liste de 10 mots le mot nature. Alors peut-être que ça peut être l'occasion de parler du potager d'Alena. Oui. Bon, dans ce cas, on peut aussi ajouter le mot observation et peut-être même le mot dégustation. Oui, je pense qu'ils sont liés tous les trois et qui se retrouvent tous les trois dans ce livre. Donc ça, c'était mon premier livre en tant qu'auteur aussi. Oui. Vous aviez illustré beaucoup de contes en occitan et puis vous êtes également mise à l'écriture. Donc vous avez publié chez Helium le potager d'Alena que vous avez écrit et illustré. C'est ça. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer de faire un projet en entier, même si le travail d'illustration d'un texte est très intéressant aussi. Là, je trouve que c'est un travail qui est assez différent quand on fait soi-même le texte. Et donc pour ce projet-là, il a quand même démarré par l'image, puisqu'il a commencé avec un dessin qui s'est retrouvé finalement en couverture, qui est l'image de la couverture. Donc il s'agit d'une maraîchère qui se baisse pour sortir un radis du sol ou quelque chose du genre. C'est ça? C'est ça, un gros radis ou un navet. Oui, plutôt un navet alors. Donc ce livre, vous voulez nous raconter l'histoire un peu? Alors je vais essayer. Dans ce livre, en fait, on a deux histoires croisées. D'un côté, il y a l'histoire d'une petite fille qui passe sur un chemin tous les matins pour aller à l'école avec sa mère. Elle passe devant un champ et elle regarde le champ et le paysage évoluer au fil des jours. Et entrecroisé avec cette histoire, en fait, on voit le travail d'une maraîchère, donc la maraîchère qui est en couverture, qui s'appelle Alena. Et donc au départ, la petite fille se pose plein de questions sur ce qui fait changer de paysage. Et à la fin du livre, elle se rend au marché, elle rencontre la maraîchère. Donc là, Alena. on avait l'observation du champ qui se transforme au fil des saisons. Pour reprendre l'un des mots que vous avez envoyé, donc l'observation liée à la nature. Et à la fin, on arrive à la dégustation. Et à la fin, on arrive à la dégustation avec le marché. C'est là où la petite fille se rend compte que c'est le travail de la maraîchère et elle comprend d'où viennent les fruits et les légumes qu'elle trouve dans son assiette. Donc ce livre est très joliment construit puisqu'il y a une alternance des champs rapprochés où on voit le travail de la maraîchère, le travail d'Alena, et des champs larges, si on peut dire ça comme ça, où on voit le champ qui se transforme au fur et à mesure et les saisons qui changent également, qui se suivent. Oui, c'est ça qui a un petit peu amené l'histoire. Au départ, j'avais envie de travailler sur ce thème-là, mais j'avais surtout ces images en tête, en fait. Une image vraiment de paysage pleine page. Et cette image que j'avais, qui est en couverture, l'image de la maraîchère très simple sur fond blanc. Et je me suis posé la question, en fait, au départ, je savais pas vraiment si je voulais en faire un petit documentaire ou raconter une histoire. Et finalement, j'ai choisi de mêler un peu les deux, même si c'est plutôt une narration. Et c'est ce qui m'a permis de donner un rythme au récit, en fait, d'abord par l'image, et ensuite est venu le texte petit à petit. Cet album est dominé par deux couleurs, le rouge et le vert. Est-ce que vous voulez nous en parler? C'est ça. Alors, le fait d'utiliser un nombre assez restreint de couleurs, ça vient surtout de ma technique, puisqu'il faut que je fabrique au moins un pochoir par couleur. Donc si je faisais des images à 50 couleurs, je ferais un livre dans toute ma vie. Et donc là, j'avais envie de quelque chose d'assez simple. Et j'ai cherché en fait
le rouge et le vert, c'était les couleurs qui me permettaient de représenter le plus de fruits, de légumes et de plantes, puisqu'il y a très peu par exemple, on trouve très peu de bleu dans la nature. Et ce sont des couleurs très simples qui accrochent l'œil vraiment. Parce que cet album est quand même destiné aux petits. Oui, en plus ce sont des couleurs complémentaires, donc c'est sûr que... Complémentaires, je cherchais le mot, merci. Et au niveau des couleurs, ensuite, il y a le jaune qui est apparu, qui apparaît progressivement, vers le milieu de l'histoire, qui n'est pas présent au début en fait. Et ça, ça a été en dialogue aussi avec mon éditrice, puisqu'au départ, j'avais proposé le projet vraiment presque en bichromie. Et elle m'a conseillé d'amener une autre couleur, donc j'ai choisi d'amener du jaune au moment où les plantes commencent à pousser en fait. Ouais. Et où le soleil arrive. C'est bien parce que là, c'est exactement la saison en ce moment. On est en plein dans le sujet. Oui. Est-ce qu'on peut parler des ateliers que vous proposez autour de cet album? Parce que cet album, donc, il ne s'arrête pas au livre. Vous le poursuivez en atelier avec les enfants? Oui, tout à fait. Pour moi, je prends un plaisir à faire des ateliers autour de ce livre parce que c'est vrai que c'est l'occasion de rencontrer les lecteurs et d'avoir des discussions avec les enfants. Et je propose plusieurs ateliers sur plusieurs types d'objets. Mais en général, ce qui est commun à tous mes ateliers, ce que j'aime bien faire, c'est au départ discuter et amener une réflexion avec les enfants autour justement des fruits et des légumes de saison. Les amener à prendre conscience un petit peu que tout ne peut pas pousser chez nous, que tout ne pousse pas non plus tout au long de l'année. Et ça, c'est pas toujours facile à expliquer, puisque au supermarché et dans les cantines, on trouve souvent de tout, oui, de tout à tout moment de l'année. Et donc pour les 2 ateliers que je vais proposer aux éclats de lire, il y aura un atelier où je propose aux enfants de réaliser un petit livre d'artiste en accordéon, en choisissant un fruit ou un légume par saison. Et un autre atelier où je leur propose de réaliser collectivement un jeu de memory avec des fruits et des légumes. Ça doit être super chouette. Ça, ce que j'aime bien, c'est l'idée de réaliser en collectif aussi. Oui. Puisque je leur propose de s'initier au pochoir, je leur fais réaliser eux-mêmes leur propre pochoir. Comme ça, ils travaillent de la même manière que moi. Ils peuvent tester un petit peu ma technique. Et ça permet de faire des multiples. Voilà, donc le potager d'Alena de Sophie Vissière, publié chez Helium. C'est un album bio, en fait, qui montre un peu le chemin du légume, du champ jusqu'à l'assiette. À la fin, on voit les bonnes confitures d'Alena aussi. Et qui se poursuit en atelier pour une réflexion sur les légumes de saison et sur des jeux et des activités créatives et collectives même. On va faire une dernière pause musicale avant de finir cette interview. I feel like an old hobo on sad, lonesome blue. I was fair as a summer day. Vous êtes toujours sur Radio Escapade dans l'émission des éclats de lire et nous sommes au téléphone avec Sophie Vissière. Sophie Vissière qui nous parle dans ses 10 mots d'imagination. Alors, imagination, et moi je pense qu'il va peut-être avec rêveuse dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, et je crois qu'on va se répéter un petit peu, à moins que vous ayez suffisamment d'imagination pour... non. C'est un piège. Oui, désolée. Non, mais de l'imagination, vous en avez, vu que vous écrivez à présent des histoires. Donc, vous venez du monde de l'illustration, mais vous êtes auteur. Et en plus, on a parlé du potager d'Alena, mais là, mercredi, vous avez un nouvel album qui sort chez Helium. Oui, c'est ça tombe parfaitement bien. Donc, ce nouvel album, il s'appelle Pour André. Ouais. Là, on change un peu d'univers, on change même
Donc cette complètement de fois-ci, l'univers. les personnages sont des animaux et on parle de l'organisation d'une fête surprise, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est une histoire d'amitié. Ouais. Est-ce que... je vais lire un tout petit extrait. À 8h30, avec beaucoup d'entrain, Marcel se présente chez son cousin. Une nappe dans les mains, Romain le rejoint. 9h. Marcel et Romain sonnent à la porte de leur voisine. Tenant fort ses ballons, Manon quitte sa maison. Vous avez beaucoup travaillé sur le texte quand même. Oui. Ça se sent aussi Alors, dans le c'est potager pas... d'Alena, mais enfin voilà, j'en parle maintenant. Mhm. Moi, je travaille d'abord... pour les deux, ça a été un Ouais. peu le même processus. J'ai d'abord placé mon histoire en fait en images, en faisant un petit chemin de fer. J'ai vraiment construit mon histoire par les images. Ouais. Et ensuite, je commence à faire appel au texte quand les images ne suffisent plus et que j'ai besoin de préciser des choses ou de rajouter certaines choses. C'est là où je commence à placer le texte. Au départ, il n'est pas forcément travaillé. Et c'est qu'une fois que j'ai mis en place tout ça, toute la structure, que je peux prendre plaisir à travailler sur le texte. Alors pour moi, c'est pas forcément évident parce que je viens pas... j'ai pas fait d'études littéraires. Enfin, moi, je viens vraiment de l'image. Mais je pense que je prends beaucoup de plaisir à travailler sur les sonorités et sur le rythme. Oui, sur le rythme aussi, ça se sent beaucoup dans le potager d'Alena. Je suppose que pour les petits qui écoutent ces histoires, c'est très entraînant. J'espère. On peut parler des images un petit peu. Est-ce que votre deuxième album pour André a un univers graphique vraiment différent du potager d'Alena? Oui, en tout cas au niveau des couleurs, cette fois-ci on est vraiment dans des couleurs pastel. Donc il y a du jaune, du bleu, du rose, du vert, du gris. Il y en a un peu plus, donc je suppose que vous avez mis plus de temps avec votre technique très longue encore. Alors pas forcément parce qu'à force aussi j'apprends à être plus rapide. Ah. Mais oui, là j'avais 5 couleurs de base. Et après parfois, ce que j'ai très peu fait dans le potager d'Alena, parfois je superpose plusieurs couleurs. Ouais. Par exemple, ça va être difficile à décrire à la radio, mais pour le singe Marcel, il est un petit peu orange. Et du coup, c'est la superposition du jaune et du rose. Et donc, comme c'est un album qui parle d'une fête et de la préparation d'une fête, c'est un sujet bien plus actif. Et donc, ça se ressent aussi dans l'image, qui est plus active que dans le potager d'Alena, où on est peut-être plus dans l'observation. Oui, c'est vrai que le potager d'Alena, c'est quelque chose qui est plutôt lent. Alors que là, on est sur un principe d'accumulation. Au départ, on n'a pas grand-chose. Puis dans la première partie du livre, les animaux s'additionnent, puisque le premier passe chercher le deuxième. Ensemble, ils vont chercher un troisième, etc. Et une fois qu'ils sont tous réunis, ils continuent à accumuler puisqu'ils passent dans des magasins chercher de quoi préparer la fête surprise. Donc un gâteau, des fleurs, des chapeaux, des tout ça. Ouais. Donc c'est un projet en fait vachement construit, un livre avec vous, parce que vous réfléchissez vraiment à associer le fond à la forme, et même en travaillant avec l'éditeur, voilà, vous pensez au format, à la jaquette. Oui, d'ailleurs pour celui-là, la jaquette c'est venu assez vite en fait, bien avant que l'histoire soit vraiment finie, vraiment calée, puisque l'idée c'était d'utiliser la jaquette pour introduire l'idée de cadeau en fait, puisque là il y a le motif du papier cadeau qui est imprimé dessus, et donc c'est pour inciter aussi les enfants à déballer le livre comme si c'était leur propre cadeau. Super. Voilà. C'est la fin de cette émission, on va devoir s'interrompre. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se quitte ?
je ne sais pas si on a, si on a le temps, mais du coup, pour la sortie de ce livre, il va y avoir 2 expositions en avril. Ouais, Une super. à Paris, à la galerie 1310, avec d'autres auteurs de chez Helium, Ouais, Laurent Moreau, Anthony Huchette et Vincent Pianina. super. Et une autre à Toulouse, à la librairie Tirelire, qui durera tout le mois d'avril. Voilà, bon ben pour Voilà. nos amis toulousains ou parisiens ou qui seraient en visite dans ces villes, je vous invite fortement à aller voir l'exposition de Sophie Vissière. Et sinon, à venir la rencontrer au mois de mai dans le parc du Château d'Assas au Vigan. Voilà, ce sera le 26 et 27 mai, je crois. Eh ben, merci beaucoup Sophie Vissière, à bientôt. Merci à vous. Au À revoir. bientôt. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On a commencé très tard, donc on finit un peu plus tôt que prévu. Et encore, je dépasse mon délai imparti. Donc, je vous dis au revoir. Dans 2 semaines, nous serons en ligne avec Sébastien Joagnès, qui est un auteur, et notamment un auteur de théâtre. Au revoir.